Non. Et si on parlait de Mercure, Mercure est dans le Scorpion, qui peut être aussi la volonté de destruction et sexuelle en même temps. Surtout avec l'opposition à Pluton. Oui, c'est l'opposition Soleil-Pluton, Pluton-Soleil, c'est ce que Berton a appelé une descente aux enfers. Ah ouais. Et donc, je crois que là, on a été en pleine descente aux enfers. Moi, je trouve que le thème est particulièrement intéressant à ce niveau-là. Ah, moi, je trouve que ce thème est très très intéressant et montre bien cet aspect de démence qu'il peut avoir par la volonté destructrice et un imaginaire fantasmatique pour en arriver à ce type d'acte. Absolument. Oui, si on considère que l'imaginaire c'est l'une des Neptune, hein, je crois que c'est ce qu'on je crois qu'on peut amener à dire. On peut dire qu'il y a un imaginaire mortifère avec la maison 8 ou sexuel avec la maison 8, ça. Mais en mode bélier, c'est-à-dire en mode actif et réactionnel et pulsionnel. Hein. Oui, parce que ça aurait pu rester dans le domaine du fantasme. Absolument. Et sans passage à l'acte. Et là, le bélier Mars, ça fait que ça a dû l'aider à porter des coups. Et au carré d'Uranus, qui peut donner en effet intensification. Puis l'irrégularité. Des zigzags. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous parliez de castration avec Saturne, et vous l'avez cité tout à l'heure. Oui. Saturne en Capricorne, effectivement, il y a une frustration qui peut se produire à ce niveau-là, et donc une insatisfaction par rapport à la relation par rapport à l'autre, une difficulté déjà relationnelle, qui est d'autant plus motivée par la conjonction Saturne-Mars, effectivement, qui est d'autant plus encore présente et qui souligne encore plus cet aspect. Oui. Et s'il y avait une porte de sortie, ça aurait été du côté de Vénus, qui est au sextile. Mais en Capricorne. Et au Trigone, ça aurait pu être une porte de sortie, mais sans doute... Les accidents de la vie et puis les 2 balles qui s'est mis dans la tête aussi n'ont certainement pas arrangé les choses. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Mais d'une manière générale, je trouve que ce thème souligne bien le côté mortifère et le côté de besoin d'exterminer quelque part. Scorpion, Mars, Saturne dans un angle, Lune, Bélier, etc. On a vraiment une dominante extrêmement martienne. Absolument. Et quand on pense que même Vénus dans le Capricorne, il y a aussi, c'est-à-dire l'exaltation de Mars dans le Capricorne. Bien sûr. Donc il y a une violence qui peut se manifester aussi dans le Capricorne. Et d'ailleurs, cette Vénus est sous l'emprise de cette conjonction Mars-Saturne. Oui, absolument. Donc finalement, l'échappatoire, il est visible du point de vue des aspects, mais au niveau des maîtrises, c'est plus difficile. Oui. Il y aurait un autre échappatoire. Ah, ça ne fait pas... Voilà. On va passer au thème. On va peut-être passer d'abord au thème de Émile Fourquet, et après on verra les transits des jours où il a commis ces différents crimes. Alors, Émile Fourquet, je me suis mis en relation avec la mairie pour obtenir ses coordonnées de naissance, parce que sur Internet, il n'y a même pas sa date de naissance. Donc, Émile Fourquet fut le magistrat qui a fait arrêter Joseph Vacher. Alors, je ne vais pas vous faire une biographie du juge. Donc c'est un juge à l'époque qui est relativement jeune, il a 35 ans au moment où il a instruit cette affaire. Et qu'est-ce qu'on observe? Alors, il se distingue, il sort un petit peu du cadre. C'est-à-dire qu'il n'est pas très bien vu, il suscite une certaine polémique, il n'est pas très bien vu de ses confrères parce qu'il a une manière, une démarche peut-être opportuniste d'instruire ses affaires, de travailler. Ascendant Gémeaux. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est déjà il est ascendant Gémeaux, mais surtout qu'il est uranien. Voilà. Et pour quelqu'un qui est en marge d'un système,
la signature d'Uranus, c'est la meilleure. Hein. Elle illustre parfaitement bien le penchant du personnage. Le maître d'ascendant est en balance. Donc la balance, ça peut désigner l'homme de loi. Mais c'est surtout confirmé par la présence de Jupiter, qui est associé à Mercure. Il y a un transfert du maître d'ascendant sur Jupiter, et Jupiter qui peut représenter la loi. Voilà. Chose intéressante, lui aussi, il a une conjonction Lune-Neptune. Et lui s'oppose, de par la loi, à cette conjonction Neptune. Donc ça peut expliquer la raison pour laquelle il a traité ce genre d'affaires, et en particulier celle de Vacher. Voilà. Voilà ce que je voulais dire un petit peu sur le personnage. Alors, quelqu'un de méticuleux, certainement, avec une conjonction Soleil-Saturne en Vierge. Quelqu'un d'habile aussi. Hein. Il est assez marqué par les signes doubles. Il a même une lune qui lui donne beaucoup d'intuition en Poisson. Donc, il est marqué. Donc, il y a une souplesse intellectuelle. Il y a beaucoup d'habileté chez le personnage. Hein. D'où son côté peut-être opportuniste, avec un Uranus à l'ascendant. Voilà ce que je voulais... alors je trouve intéressant de montrer un petit peu ce thème de celui qui finalement est considéré comme le premier profiler français. Parce qu'il travaillait d'une manière un petit peu différente de ses confrères, c'est-à-dire qu'il a associé différentes affaires qui étaient géographiquement situées à différents endroits. C'était l'ancêtre de Bourgoin, le Bourgoin actuel, voilà. Le grand profileur actuel. Voilà. Et il s'est mis, je connais mal ton affaire, mais j'ai feuilleté un bouquin sur Vacher ce matin, et j'ai appris qu'il s'était mis un petit peu à dos tout le monde, voilà. Y compris la magistrature et le ministère de la Justice, en faisant un peu cavalier seul et en voulant absolument que Vacher soit condamné. Oui. Parce que c'était son affaire, oui. Et on retrouve vraisemblablement ce côté dans à la fois l'Uranus à l'ascendant, oui. Doublé d'une dominante jupitérienne, puisque le maître d'ascendant, Mercure, s'identifie à Jupiter, se transfère sur Jupiter. Et un Jupiter qui est en plus maître de la Lune, hein, ce qui n'est quand même pas rien. Et cette codominante jupitero-uranienne, c'est l'indice des états paranoïdes. Et ça devait être un homme qui voulait avant tout avoir raison, un peu mégalomane et un peu persécuté par tout l'entourage des juges et de la... Voilà. Quand il s'agit de suspecter, c'est bien pour un juge, finalement. Oui. Ben, oui. Alors, la détermination, tu parlais des déterminations, je l'associe déjà, il y a de la détermination avec une conjonction Soleil-Saturne, hein, et en plus il a Uranus à l'ascendant au sextile de Mars. Oui. Hein, donc c'est quelqu'un qui prend, hein, c'est quelqu'un qui prend les décisions. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ce thème ? C'est une liberté d'agir. Aussi, il est libre, hein. Ah oui, avec Uranus, voilà, qui est plus ou moins bien aspecté par ailleurs, puisqu'il fait quand même un carré à la Lune. Et puis, il y a un côté rebelle aussi, hein, parce que son Soleil est carré à Uranus. Donc ça donne un côté rebelle, il y a une révolte en lui, hein, et qui s'exprime à travers entre autres, peut-être sur d'autres plans, par ailleurs, mais à travers sa profession. Voilà. Avez-vous des remarques particulières à faire sur ce thème? Monsieur Tilly. Comment? Monsieur Tilly a des choses à dire. Non, oui, je trouve que de toute façon, il y a un thème qui représente bien la justice, oui. avec Mercure associé à Jupiter. Jupiter, comme vous le soulignez tout à l'heure, donne une amplitude, oui. Et donc dans le signe de la balance, on remarque automatiquement que là, il y a un besoin effectivement de travailler
la légalité, la justice, la relation à l'autre. Et d'être reconnu, Jupiter, comme tu disais. Hein. Oui, la reconnaissance. La reconnaissance. Et à côté de ça, il y a un côté aussi psychorigide. Oui. Avec Soleil-Saturne. Oui, Uranus, Saturne, Soleil-Saturne dans le signe de la Vierge. Oui. Ouais, oui. Et associé à Uranus, il y a un côté extrêmement psychorigide. Parce qu'en vérité, il semblerait que c'était son affaire et qu'il était déterminé à obtenir la tête de Vacher en dépit de beaucoup d'expertises médicales qui le disaient relevant de la psychiatrie. Alors qu'est-ce que vous en pensez finalement Vous pensez qu'il était malade ou est-ce qu'il aurait été un criminel responsable qui devait payer Pour moi, jugé actuellement, il aurait été mis dans un asile. Oui, fou, certainement. Enfin, dans une clinique. Encore que, on verra avec l'affaire Moitoiré, parce qu'il y a un vrai parallèle à faire. Hein. Oui. La violence des coups portés à l'enfant est similaire à la violence que Vacher portait sur ses victimes. Et on s'aperçoit que finalement, Moitoiré, je ne vais pas rendre un peu de lourd sans avoir exposé la bio, il a été condamné, il ne finit pas dans un psychiatrie. Et c'est quand même un peu différent parce que là, les expertises ont quand même montré qu'il y avait 2 balles dans sa boîte crânienne à Vacher. Hein. Oui, mais il a quand même tenté de tuer sa femme avant d'avoir pris les 2 balles. Donc il y avait déjà un terrain. C'était une tentative. Oui. On a une candidature avocat qui pourrait le plaire. Moi je pense que 4 balles dans une tête, c'est quand même plus qu'une tentative, c'est une volonté de tuer. Voilà. Alors on va passer au thème des transits maintenant. Tu arrives à voir parce que c'est pas très net. Oui, j'arrive à voir. C'est la première. Alors, je ne vais pas trop m'attarder parce qu'il y en a plusieurs que je vais passer, mais je vais quand même dire un certain nombre de choses. C'est que dans son thème, Vacher a 2 points de tension importants, majeurs, qui se font. Le premier se fait dans l'axe Scorpion, avec le Soleil et Mercure et Jupiter-Pluton. Et le deuxième point de tension, c'est Uranus au carré de la Lune et de Neptune. Eh bien, on s'aperçoit que, par exemple, en 1893, lorsqu'il tente de tuer sa femme, sa promise, parce qu'ils ne se sont pas mariés, puisqu'elle a refusé, c'est pour ça qu'elle a pris 4 balles, on s'aperçoit que les points de tension sont très sollicités par des passages de planètes. C'est-à-dire qu'on a un amas de planètes rapides positionnées sur Uranus natal qui fait vibrer la tension Lune-Neptune au carré d'Uranus. Et en plus, on a la Lune, et on avait déjà Uranus de positionner sur Mercure, qui est le maître d'ascendant, donc d'où l'importance du passage de Uranus sur Mercure. Et on a cette Lune qui, ce jour-là, sollicite cette tension natale. Déclenche. Voilà, les facteurs déclencheurs. Je trouve que... Et en plus, on a Jupiter qui transite à ce moment-là donc qui est revenu sur sa position natale et qui transite sur la conjonction Jupiter-Pluton natale. Donc je trouve que le thème est particulièrement agressé à ce moment-là. Et ce que tu disais tout à l'heure en venant, il y a, pendant toute l'époque de meurtre, il y a cette conjonction Neptune-Pluton, qui évidemment est une conjonction de génération et qui dure très très longtemps dans le ciel, mais pendant tous les meurtres, elle se trouve précisément sur le milieu du ciel. Sur la cuspide de la 10. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est un climat qui dure plusieurs années, mais les autres planètes lentes précisent l'événement, et la Lune et les rapides déclenchent. Et les rapides déclenchent, absolument. Donc on voit bien que effectivement, ce fameux Pluton qui culmine pendant toute la durée de sa carrière de criminel, plusieurs années. Voilà, culminé à ce moment-là dans l'eau du ciel. Et comme on sait que le milieu du ciel n'est non seulement l'indice de la profession, mais ce que les Grecs appelaient le fatum, c'est-à-dire le destin,
c'est d'un seul coup tout le destin de cet homme qui est plombé, marqué par Pluton et Fou. Voilà. Excusez-moi, Oui. Vous avez fait le thème pour quelle date? Donc pour le 25 juin 1893. Pourquoi ce 25 juin? Parce que ça correspond, c'est le jour où il a tenté d'assassiner celle à qui il avait demandé la main. Et il lui a mis 4 balles. Ouh, mais alors il n'y en a pas d'autres? Si, Il n'y a pas d'autres dates importantes? si, on les voit après. D'accord. On les voit après. Voilà, on va les voir après. Il y en a d'autres qui suivent, donc on peut passer. Celle-là, c'est quand même assez particulier, c'est pas forcément la plus. Non, mais c'est quand même le. Alors, sauf si, mais on n'a pas. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas pu prouver qu'il avait fait. Oui, il ne l'a pas tué. Non, mais il ne l'a pas tué, mais c'est un moment où il a porté un acte quand même. Il a tiré 4 balles et puis en plus, il a tenté de se suicider, puisqu'il s'est mis 2 balles dans la tête ce jour-là. Donc c'était un moment, on va dire, dans sa vie, considéré comme important. qui est relativement important. C'est pas tous les jours qu'on se met 4 balles dans la tête et qu'on en met 2 dans la tête du voisin. C'est l'inverse. Voilà, c'est. Mais dans ce cas-là, il connaissait cette personne, alors que les autres victimes, il ne les connaissait pas. Absolument. Donc c'est pas notre problème. Tout à fait. Donc on va passer au thème suivant. Donc on est passé au thème suivant. Donc on a toujours Uranus qui est positionné sur Mercure. Qu'est-ce qui se passait ce jour-là? Donc là c'est un autre meurtre. Pardon. C'est un autre meurtre. Le 20 mai 1894, il commet un meurtre. Voilà. Alors Uranus est sur Mercure, maître d'ascendant. Voilà, maître d'ascendant. Jupiter, qui lors de sa première tentative de meurtre était positionné sur Jupiter-Pluton, maintenant se retrouve sur associé à la conjonction Pluton-Neptune céleste. Voilà. Et ce qui commence à être intéressant, c'est que Neptune se rapproche quand même de l'opposition, et on le verra pour les meurtres d'après, de Saturne. Donc ça devient particulièrement difficile. On a en plus Saturne en transit qui est opposé à la conjonction Lune-Neptune. Voilà. Et on sait que la relation particulière tendue entre Saturne et Neptune, c'est une espèce d'emprisonnement. D'autant plus que ça touche la sphère sensible avec la Lune. Voilà. Oui, et le Mars applique sur la 7 le vis-à-vis, Oui. au carré, Oui. me semble-t-il, Oui, de oui. tout l'amas planétaire Oui, l'idée. Oui. en Gémeaux. Tout à fait. Absolument. Tu as mis la Lune pour midi, Didier? Alors la Lune a été calculée pour midi, D'accord. sachant qu'elle peut être 6 degrés avant et 6 degrés ou 6 degrés après. Bon, suivant ce qui est intéressant aussi par rapport à l'importance de la maison 4 que vous mentionniez tout à l'heure, la Lune transite la cuspide de la maison 4. Donc ça fait résonance un peu à tout ce climat très maison 4, Lune. Et... C'est bizarre. Je peux pas... Voilà, s'il y a des planètes que vous voyez mal, vous me le dites. Essayez Et sa maison 7, La maison 7, oui. il a Mars, qui n'est pas très loin d'ailleurs, qui est angulaire. Est-ce que c'est mieux? C'est vrai, je trouve que c'est peut-être plus contrasté. Non, c'est pas forcément. Pas plus. Bon. Non, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Voilà, en plus, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il a un Saturne qui est carré à Uranus aussi. Et c'est là. Ouais. Ah, Ah oui, là c'est mieux. c'est mieux. C'est mieux avec le ton bleu. Voilà. Et il a aussi le Saturne au carré d'Uranus. Donc ça fait vibrer cette corde-là. Bon, je trouvais que le précédent était beaucoup plus... Mais bon, il y a quand même des choses qui sont difficiles dans ces transits. On peut passer au suivant, si tu veux bien. Je te remercie. Alors... Ça se suit de très peu, finalement. Saturne est toujours au même endroit, plus ou moins. Enfin, Oui, parce que il a commis l'ensemble de ses crimes sur une période de 3 ans environ.
Donc il y a un certain nombre de crimes qu'il a commis en l'espace de un mois ou quelques semaines. Saturne reste 2 ans et demi hein, dans un signe. Voilà. Donc c'est vrai que bon. Il y a toutes les chances que Saturne soit alors dans le même signe. Là, le thème est très intéressant parce que bon, on a toujours Pluton qui règne en maître, hein, avec Neptune. Et puis, nous avons tout un amas de planètes qui transitent dans le signe du Scorpion. Alors là, je trouve que ça sollicite particulièrement l'attention Jupiter-Pluton, le côté mortifère dont on parlait tout à l'heure, avec Mercure-Soleil en Scorpion. Et en plus, il a le Mars qui transite Lune-Neptune. Au carré d'Uranus en plus. Donc c'est compliqué quand même. D'ailleurs, j'ai observé sur plusieurs thèmes de transit que Mars faisait un aspect très souvent avec Uranus à ce moment-là. Mars est on va dire que Mars est un des meilleurs déclencheurs d'événements. Et puis Stéphane, j'ai l'impression, parce que je découvre un peu le truc, que la Lune elle-même se trouve au carré de la conjonction. Oui. Pluton-Neptune. Oui, elle est à 2,30, c'est ça hein? Au bas, ça dépend de l'heure en effet, mais elle peut être un peu plus tard. Là, tu as mis la plage du jour, c'est ça? Oui, si ça se passe dans la fin en fin de journée, après-midi, en tous les cas, elle est au carré de la conjonction qui domine son ciel. Voilà, donc facteur encore déclenchant supplémentaire. Oui. Voilà. On peut passer au suivant. Ben là, intéressant. On a, donc là, c'était le 12 mai 1895. Nous avions le Soleil en opposition avec sa position natale et en conjonction avec Jupiter-Pluton. Donc il y a une espèce de résonance de par le fait que Soleil au natal est opposé à Pluton et le Soleil arrive justement sur Pluton en opposition avec sa position natale. Toujours avec ce Pluton-Neptune sur les sommets. Un Mars qui dans la période titille Uranus, hein, il est dans le signe du Cancer. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Et dans on va dire, dans les heures qui précèdent l'acte, la Lune est passée sur Mars, sur la conjonction Mars-Saturne. Voilà. Et puis nous avons 13, nous avons presque le carré Mars, à l'orbe près, hein. Ah oui, Mars carré, Lune, Neptune. Tout à l'heure nous avions Mars positionné sur Lune, Neptune, et là nous avons Mars au carré. Voilà. Dans des signes cardinaux qui marquent toujours un élan, Oui. Une impulsion en tout cas. Absolument. Et toute la détermination avec l'axe Scorpion-Taureau. On peut passer, s'il y en a un autre, je pense qu'il y en a que 2 autres après. Alors, le 24 août 1895. Là, nous avons déjà Mars. On a vu l'importance de Mars dans les transits pour ce personnage. Mars passe à l'ascendant. Donc, ça lui donne de l'agressivité. En plus, ce Mars est au carré de la conjonction Mars-Saturne natale. Il est particulièrement violent. Et en plus, il est carré à la conjonction Pluton-Neptune. Donc, on va dire que Mars est vraiment au cœur de l'événement du jour. Hein. On a Mercure d'ailleurs, qui est le maître de l'ascendant natal, mais le Mercure céleste qui est conjoint à Mars. Voilà. Et puis nous avons Uranus. Allez, Uranus se situe entre le Mercure et le Soleil. Le maître d'ascendant, il est pris entre Saturne et Uranus. Hein. Difficile. Hein.
Voilà, donc un Mars particulièrement réactif et difficile et violent, qui peut être violent. Et en l'occurrence, elle a été, puisque ça s'est illustré par un acte criminel. Voilà, on peut passer au suivant. Oui, une chose m'interpelle d'un seul coup. Oui. Pluton a un côté fortement mortifère. Oui. Dans son thème, oui. Neptune, c'est le reflet. C'est l'idée du reflet qui se multiplie. Oui. C'est comme un acte mortifère qui, avec Neptune, va se répercutant de crime en crime, jusqu'à l'infini, puisqu'avec Neptune, il n'y a pas de limite. Et je crois que ça va dans la symbolique de l'infini d'un serial killer, oui, qu'on recommence toujours. Oui. Et étant donné que c'est au milieu du ciel qui prend cette charge, il devient la conjonction qui n'a lieu, je crois, tous les 500 ans à peu près, d'un seul coup est incarné par cet homme. C'est Vacher qui d'un seul coup incarne dans son destin cet instinct mortifère à l'infini, oui, et d'un seul coup actualisé par oui, le passage de Mars à l'ascendant. Oui. D'autant plus que les Pluton-Neptune au natal sont en prise avec les deux luminaires du thème. Oui, 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 c'est tout à fait exact. L'une avec Neptune, tout à fait exact, et le Soleil opposé à Pluton. Voilà. Tout à fait. Oui, puis le signe double aussi pour le côté répétitif, oui, oui, bien sûr, des actes. Tout ce qui est en série, comme ça, c'est une affaire de Neptune, signe double. Voilà, absolument. Voilà, le dernier, je pense, derrière. Le 22 septembre 1895, donc on est un mois après, on a une conjonction Soleil-Mars. Alors Mars n'est plus, on va dire, dans la maison 1, n'est plus associé à l'ascendant, mais le Soleil l'est toujours. Donc ça donne quand même de la virilité au thème, la conjonction Soleil-Mars. On a toujours cette lune déclencheur dont on a vu tout à l'heure qu'elle était passée à ce moment-là aussi pour un de ses crimes, qui passe sur le Soleil et donc qui sollicite l'attention natale, Jupiter-Pluton opposé au Soleil Mercure, sachant qu'en plus on a Saturne qui s'est bien rapproché de Mercure et Uranus qui se rapproche du Soleil. Donc cet axe-là est très très sollicité. Et que la Lune, par sa rapidité, valorise Uranus. Voilà, absolument. Voilà. En plus, chose intéressante, on a Mars au carré de Vénus. Donc sur le plan émotionnel, puisque Vénus symbolise la sphère émotionnelle, elle est particulièrement agressée ce jour-là. Voilà. Et puis les autres jours aussi, mais il se trouve que c'est ce jour-là qu'il a, peut-être avec le passage de la Lune dans le signe du Scorpion, qu'il s'est exprimé, qu'il a exprimé son agressivité. Voilà, donc on peut, je pense que c'est peut-être le dernier, on va voir, parce qu'il en a commis une douzaine, enfin 12 de recensés, sachant que pour le reste on ne sait pas. Mais alors ils auraient eu lieu quand ces crimes non recensés avant Alors avant, parce que tout cela... Même avant d'avoir agressé sa copine. Oui. Oui, c'est ça. Oui. C'est ce que je pense, donc en réalité c'est quand même important parce qu'on n'a pas tous les renseignements. On dit le truc de la copine c'est le point de départ, mais pas du tout peut-être. C'est le point de départ connu. Oui, mais ça pour l'astrologie, c'est pas le problème. Mais j'ai bien dit dans la biographie que bien avant, on l'associait à différents crimes. Pour moi, c'est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est réellement ce qui s'est passé et pas ce qu'on a retenu ou ce qui est resté. L'astrologue il ne peut pas travailler sur des documents et des informations qui sont incomplets. Si effectivement il n'a pas commencé avec cette fille, ça n'est pas ce moment-là qui est fondateur de son problème. Non, mais il est fondateur d'un moment, enfin, il est important, en ce sens qu'il y a une tentative de suicide. Oui, mais il faudrait voir tout ce qu'il y a avant. Parce que moi, par exemple,
Oui. D'après mon travail à moi, j'aurais tendance à penser que ça a commencé Alors, deux ou trois ans avant. Moi, si vous voulez, je m'en suis tenu au fait. Effectivement, on pourrait revenir en arrière. On pourrait même, le rôle de l'astrologue serait justement Oui, de dire, parce que dans le dialogue avec l'historien, dire, nous, d'après nos calculs à nous, oui, c'était avant, oui, à condition que vous ayez des éléments dans ce sens, au niveau astrologique. voilà. Ça dépend quel est votre modèle astrologique. Mais là, Alors, pour ça, il faudrait recenser les crimes qu'on n'a pas pu lui imputer, c'est-à-dire trouver les dates, et voir à ce moment-là ce qui se passait dans le thème. Oui. Et à ce moment-là, l'astrologue, il peut ou alors un autre avec une certaine subjectivité qui est propre à l'astrologue, il peut essayer d'apporter un éclairage il y a là-dessus. une autre façon de travailler, ce serait de faire l'inverse, c'est-à-dire de dire, voilà, à tel moment, il y avait une configuration qui était très favorable Ouais. à ce genre de passage à l'acte. Oui, Voyons si effectivement il s'est passé quelque chose à ce moment-là. on peut le faire aussi, oui. Et ça serait, parce que c'est ça qui nous interpelle dans votre exposé, c'est effectivement dans quelle mesure l'astrologie peut-elle aider à avancer dans la compréhension du personnage et de son histoire. Et justement, en l'occurrence, dans la compréhension d'éléments qui manquent. Oui, alors, je pourrais le faire, c'est ce que je vous disais, en reprenant des dates supposées Ouais, où vous les connaissez, il aurait commis des crimes, Oui. mais en tout état de cause, vous ne pourrez pas vérifier autrement que c'est ce que je dis est vrai. Bah oui. Vous pouvez mettre sur une piste. Enfin, en tout cas, moi je suis obligé de mettre cette espèce de... Mais je comprends ce que vous voulez dire. Hein. C'est vrai qu'on ne peut pas uniquement travailler sur ce qui nous est resté. En réalité, nous, ce qui nous intéresse, astrologue, c'est la réalité. Qu'est-ce qu'il a vraiment fait, à quel moment il s'est vraiment déclenché, quel a été son premier dépassement. La réalité, c'est ça quand même. Hein. Et oui, ça fait partie de la réalité. Parce que les crimes ont eu lieu là. Ah non, mais ce qui est important, c'est le point de départ. Pour moi, c'est ça, c'est le point de départ. Or, nous, là, on n'a pas cette réalité du point de départ. Donc les points qu'on a là sont déjà des points qui sont la conséquence de choses qui ont déjà été déclenchées avant. Oui. Et donc nous, on ne va pas traiter un élément qui n'est pas déclencheur comme si c'était un élément déclencheur. Alors, il a dû commencer très tôt, parce que très tôt, il a commencé à torturer des animaux. Par exemple. Par exemple, on peut donc, déjà à 6-7 ans, dès qu'il prend conscience un petit peu de ce qu'il est et de son environnement, il commence à commettre des actes. Donc, il faudrait que vous preniez le thème natal, ouais. et que vous fassiez, vous preniez par exemple, une certaine planète de transit, et vous disiez, chaque fois qu'il y a une planète qui active cet élément pathologique du thème, il y a des chances qu'il se soit passé quelque chose. Parce que bon, on n'aura jamais de vérification. oui. Parce que la date où il a arraché les pattes à Edmonton, personne ne les connaît plus. Oui, non, mais d'accord. Mais non, mais il peut y avoir des éléments de... Il peut y avoir des éléments de... tout ça sont Non, parce qu'il peut y avoir des éléments de récurrence. Il peut y avoir eu un premier... Parce que dans ces domaines-là, c'est récurrent. Il peut y avoir eu une première tentative, finalement, quand même assez insignifiante. On ne va quand même pas comparer l'histoire de hanneton avec le fait de tuer quelqu'un. Il ne faut pas exagérer. Le problème, c'est qu'on est dans le flou de notre passé. Ouais. On est obligé de... On peut peut-être, alors, si on peut spéculer, hein, mais comme il a commencé à être agressif relativement tôt, on peut peut-être considérer que lorsque Uranus est passé au signe du Lion, dans le signe du Lion, au carré de Jupiter, Pluton et de Soleil, Mercure, il a peut-être à ce moment-là montré. Oui, ça, c'est une bonne voilà. Tu as tout à fait raison, mais c'est de la spéculation. Oui, mais et tu sais combien j'ai horreur de la spéculation. C'est pour ça que je parle de spéculation. Voilà, les historiens ont le droit de spéculer. Voilà. La recherche historique, il y a des éléments de spéculation Voilà. qui peuvent amener à suivre des pistes par la suite, Oui. mais croire que tout nous est donné, non. Et l'historien est obligé de tenir en compte aussi d'éléments qui manquent. Moi, je parle en connaissance de cause. Voilà. Un historien qui ne ferait que travailler sur des choses qui lui sont connues, il ferait du roman. Parce qu'en réalité, c'est du roman. Oui. Il faut intégrer les réalités ou les possibilités de réalité. Autrement, on fait un roman qui articule ce qu'on sait, et c'est pas du travail sérieux. C'est tout un débat, mais en effet, il y a de ça. Allez, on voit tout le monde soirée. Un petit mot quand même. Oui. Ah oui, oui, oui. Justement, Oui. pour éclairer aussi cet échange qu'il y a là, c'est qu'il faut prendre en compte
les contingences. Parce que le mobile du crime, il est en fonction des éléments extérieurs qui peuvent se présenter. Donc on peut très bien, c'est-à-dire avoir une motivation parce que le mobile du crime se présente bien et que là, on peut passer à l'acte. Mais on peut aussi ne jamais passer à l'acte si les contingents ne se présentent pas. Donc c'est une question aussi de relationnel par rapport aux événements. Et l'astrologie ne peut plus répondre à partir de ce moment. Tout à fait d'accord. Mais dans le cas de Vacher, il semblerait qu'il agissait même lorsque les circonstances ne lui étaient pas favorables, parce qu'il s'est fait serrer en fin de compte par les forces de l'ordre en essayant de violer une femme, certainement dans l'objectif de la tuer aussi, et la femme s'est débattue. Elle s'est sauvée dans un bois tout proche où il y avait beaucoup de monde. Vacher a vu ce monde, il avait toute la possibilité de se sauver, de disparaître, mais ça ne l'a pas empêché. Il était pris par un espèce d'instinct mortifère ou sexuel qui le dépassait complètement. Là, les circonstances extérieures ne lui étaient pas favorables, mais il passait outre quand même. Oui, alors là, justement, ça peut être important parce que c'est un rapport que pourrait présenter l'astrologie, mais il y a des moments qui ne se présenteront pas au niveau de l'astrologie et pour autant il passera à l'acte. Oui. Il passe à l'acte parce que c'est son tempérament, c'est ce qui lui a été donné au niveau de la naissance. Mais astrologiquement, le transit ne se manifeste pas si on va par là. Et pour autant, il peut passer à l'acte. Donc l'astrologie, c'est bien que pour des moments effectivement forts, à une condition qu'il y ait un élément extérieur qui soit favorisant pour qu'il puisse décider de passer à l'acte. Alors écoutez, moi je ne suis pas d'accord. Ça, c'est alors là, on est en plein dans un débat théorique là-dessus, parce qu'effectivement, moi je considère que justement, c'est l'élément astrologique qui fait que l'on va réellement passer à l'acte, précisément. Donc c'est pas les conséquences extérieures. Donc c'est-à-dire que quand il y a une configuration qui est très forte, c'est comme dit, c'est ça qui va jouer. Alors effectivement, alors là, c'est intéressant parce que qu'est-ce qui est astrologique, qu'est-ce qui n'est pas astrologique d'après. Effectivement, alors il y en a qui vont dire, moi par exemple, je dirais au contraire que c'est quand on a l'énergie pour passer à l'acte, que là, l'astrologie est puissante et que et qu'elle intègre tous les autres éléments. Bon, alors par contre, je dirais que ce que je pourrais dire effectivement, c'est que dans certains cas, le personnage peut passer à l'acte alors qu'il n'a pas les énergies nécessaires. Et à ce moment-là, il ne va pas y arriver. Si astrologiquement il n'a pas ce qu'il faut, il ne va pas y arriver, il va faire une tentative, une velléité, mais ça va échouer. Par exemple, dans le cas là, de cette femme qui a laissé de violer, ça n'a pas marché parce qu'il n'y a peut-être pas complètement tout ce qu'il fallait pour que ça marche. Pour moi, l'astrologie, elle surdimensionne l'acte. Voilà. Vous savez que les débats théoriques, c'est pas trop mon fort. Je suis avant tout un praticien. Je ne dirais pas un grand praticien, mais un praticien en tous les cas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le concret, l'objectif, le réel, le tangible. Ça peut faire l'objet d'une conférence. Alors, je te propose de passer à voiture arrêt parce que sinon, on va pas terminer le... Mais c'est un débat qui peut être intéressant. Voilà, moi je pense que c'est une conférence à part entière. Il sous-tend les débats. Pour aller une femme théorique, non, justement, c'est au nom de votre théorie que vous faites votre pratique. C'est ma pratique qui m'amène à une théorie. Je ne crois en aucune façon aux théories. Je crois en la pratique. Et lorsque la pratique conforte la théorie, j'en suis très heureux. Lorsque la pratique va contre la théorie, je suis la constatation pratique et je fous en l'air la théorie. Barbeau me disait, mon ami Barbeau me disait, il disait lorsque je monte un thème et que j'attends un client, je monte un thème et je vois que c'est un saturnien rétracté et que je vois arriver un monsieur jovial
l'œil brillant, la lèvre gourmande et très dilatée, et me tapant sur l'épaule, je ne vais pas essayer d'adapter la théorie, je constate qu'il y a le fait et que je me suis planté, et donc il faut rectifier le texte. C'est tout. Pour moi, c'est le fait réel, c'est la pratique, c'est le concret qui a raison, et les théories ne peuvent marcher que sur l'appui du fait concret. De toute façon, le fait théorique, Et l'expérience. pour moi, il part déjà de l'observation. Oui. Ou alors, on est seul dans sa tour d'ivoire et... C'est ça. Le problème, cher monsieur, c'est que... Non, mais c'est ce que je pense. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans... le fait concret, c'est aussi ce qui se passe dans la tête du criminel. Oui. Et là, je suis désolé de vous dire que vous n'avez pas forcément des éléments précis sur ce qui se passe dans la tête du criminel. Non, 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 le fait concret, c'est pas ce qui se passe dans la tête. Le fait concret, c'est le coup de couteau, ou c'est la balle qu'il a dans la tête. Ce qui se passe à l'intérieur de lui, c'est très très important, puisque c'est des ressorts psychologiques, mais ce ne sont pas des faits concrets. C'est tout, c'est de l'interprétation, c'est tout. Le fait, c'est... Le fait, c'est l'acte qui a été commis. Oui, moi je suis très bien à ce niveau-là, très behavioriste et très Oui, alors là, littérature américaine. C'est intéressant parce qu'il y a ceux qui disent on va parler uniquement des faits connus et on ne va pas travailler sur les faits qui ne sont pas connus. On va travailler uniquement sur ce qui est manifesté, mais on ne va pas travailler sur ce qui est à l'intérieur de la personne. Ouais. Bon, effectivement, là, on est dans le behaviorisme. Oui, oui. Allez, vous avec. Mais c'est intéressant de faire une conférence là-dessus. Bah oui. Ça sera plutôt un débat d'ailleurs, je pense. Non, mais j'aime bien la théorie, mais à condition quand même que l'expérience... Bah, oui, l'expérience doit conforter la théorie, sinon la théorie n'a pas de sens. Doit naître du fait concret de l'expérience. Oui, l'observation. Ça commence par l'observation. Et de l'expérimentation, Voilà, surtout ça. Ouais. On passe à notre place. Donc, No comment. l'affaire C'est un Moiton. débat. Alors, donc l'affaire, là on est 100 ans, c'est 100 ans après, bien, oui, un peu plus de 100 ans d'ailleurs. Début du XXIe siècle. Voilà, absolument. Donc c'est une affaire qui a eu lieu en 2008. Alors Stéphane Moitoiré fait la rencontre de Noëlla Ego dans un bistrot de l'Oise en 1987. Voyante autoproclamée, elle fait les cartes à Stéphane. C'est de cette manière-là qu'ils font connaissance. De 10 ans son aînée, elle s'est mariée et divorcée une fois avec un comptable dont elle voudra un enfant, mais qu'elle ne voudra avoir à cause de la stérilité de son compagnon. Elle exerce différents emplois précaires. À la suite de son divorce, elle part en Italie pour changer d'air et devient stripteaseuse. Elle se découvre des dons de voyance. Lui est pâtissier et vit chez sa mère. Leur relation semble fusionnelle. Ils ne se quittent plus dès lors, à partir du moment où ils se rencontrent. Ils errent dans tout le pays. Lors de leur pérégrination, ils décident de partir un an à Lourdes pour un pèlerinage parce qu'elle croit au miracle, dira-t-elle plus tard. En 1990, ils vont jusqu'en Italie pour échapper aux hélicoptères qui veulent les éliminer. Absolument. De retour dans le Nord, ils louent une maison pour se purifier, dira-t-elle. Ils sont en proie, a priori, à des invocations mystiques qui s'illustreront par des prières et ablutions. C'est au même moment qu'elle mettra un enfant au monde avec le concours de Stéphane Moitoiré, qu'ils abandonnent à la DAS. Noëlla aurait dit à la sage-femme, ça c'est la sage-femme qui dit ça pendant le procès, c'est l'enfant du diable, notre vie s'est taillé la route. Prémonition peut-être, hein, à l'époque. Plus tard, lors des investigations de la police, elle aurait dit qu'elle voulait garder l'enfant. Donc il y a une incohérence. Lors de leur voyage, ils quémandent le gîte et leur nourriture. Leur comportement, a priori exemplaire, leur permettra de bénéficier de l'attention de cette France rurale qu'ils affectionnent particulièrement. Au gré de leur voyage, ils diront qu'ils viennent d'Australie ou de Compostelle chargés d'une mission divine. À l'initiative de Stéphane Moitoiré, sa compagne se fait appeler Sa Majesté. Il dira lors de son procès qu'elle est spirituellement élevée et qu'à ce titre, elle se devait de porter un tel titre. Enfin, il ne le dit pas en ces termes, mais c'est ce que ça veut dire. En 2006, ils agressent une femme à qui ils avaient demandé de les conduire à Grenoble. Celle-ci refusant,
Stéphane lui dira « Vous vous adressez à une princesse et moi je suis le cousin du roi. » Quelques mois auparavant, ils essaient d'enlever un enfant qui s'appelle Valentin, comme le petit Valentin qui a été assassiné en 2008, prétextant que c'était l'élu et qu'il pourrait changer le monde. Ils échappent à la plainte, donc il n'y a pas de dépôt de plainte et ils ne sont pas ennuyés par la justice. Puis, le 29 juillet 2008, ils sont hébergés dans la cure de Saint-Sorlin. Stéphane, ce jour-là, semble plus agressif qu'à l'accoutumée. Noëlla aurait dit « Il est devenu agressif et désobéissant. Je n'arrivais plus à le contrôler. Pour retrouver l'harmonie, il faut effectuer un retour en arrière. Commettre un acte grave, c'est-à-dire un chaos, un bouleversement des temps comme un jugement des temps. En langage codé, un retour en arrière signifierait tuer quelqu'un. » Ça, ce sont les psychiatres qui le disent. Donc Stéphane massacre le petit Valentin dans des conditions que je n'enseignerai pas parce que c'est particulièrement cruel et ça n'apporte rien à la conférence. Trahi par son ADN, il dit à la gendarmerie n'avoir commis aucun crime car ce serait un de ces 2,5 milliards de clones qu'il aurait commis. Sur 10 psychiatres qui l'ont étudié, 4 affirment qu'il est fou et irresponsable. Quant aux 6 autres, ils retiennent la responsabilité pénale prétextant que son discernement est seulement altéré. Donc il y a une vraie divergence de vue entre les différents experts psychiatres qui sont passés à la barre. Voilà la bio de Stéphane Moitouré et de Noëlla Ego. Donc Stéphane Moitouré a été condamné à perpétuité. Quant à sa compagne, elle a été condamnée à 18 ans de prison. A priori, ce qui a été retenu par l'accusation, c'est qu'elle aurait eu une influence particulière sur Stéphane. Voilà. Donc vous avez vu les photos, j'imagine, des différents personnages. On va regarder le thème de Stéphane Moitouré. Non, là c'est Vacher. Voilà. Merci beaucoup. Alors, chose intéressante, on a l'ascendant en poisson. Ça peut donner une indication sur le côté influençable du personnage, puisqu'il a été retenu que ce personnage était quand même sous l'influence de sa compagne. Mais bon, on va le côté pseudo-mystique aussi. Et puis le côté aussi pseudo-mystique. Aussi, en effet, qui est d'autant plus mis en avant par le fait que le maître de l'ascendant, il est dans le signe du Scorpion, Neptune. Comme pour Vacher d'ailleurs. On a le maître de l'ascendant, qui est en plus identifié à Mars, dans un signe différent. Donc, quand 2 planètes sont dans des signes, font une conjonction dans des signes différents, la conjonction est problématique. Alors, le côté mystique aussi, hein, c'est la conjonction Mars-Neptune. Il y a une foi il y a une ferveur avec l'addition de Mars et de Neptune. Et puis l'identification à Mars, c'est aussi une dimension agressive du personnage. Hein, ça peut tout à fait l'évoquer. Un Mars angulaire. Voilà, absolument. D'autant plus que le Mars, il est quand même opposé à Mercure en 3. Le mental. Donc le mental est pris là-dedans. Hein, voilà. Ensuite... Et que le mental est lui-même perturbé par Neptune. Par Neptune en plus. Complètement, le message est complètement brouillé avec Neptune. Une dimension extrêmement agressive avec la présence de Mars associée. Intéressant aussi, c'est que le deuxième maître de l'ascendant, Jupiter, eh bien, il se transfère sur Pluton, sur des valeurs mortifères. Donc vous voyez une espèce de répétition, hein. On a le premier maître d'ascendant qui est dans le signe du Scorpion, et on a le deuxième maître d'ascendant qui est conjoint à Pluton, qui est maître donc du signe du Scorpion. Donc la dimension mortifère Il y a un double transfert, parce qu'il se transfère aussi sur l'Uranus. Oui, absolument. Alors, Pluton et Uranus étant les 2 maîtres du Scorpion, l'un par domicile, l'autre par exaltation, voilà.
Ça en rajoute Ça en la rajoute. dimension scorpionesque de l'individu. Voilà, on retrouve, et d'autant plus, alors Pluton est d'autant plus important, c'est que il est associé à la Lune, à un des luminaires, mais il est aussi en conflit avec le Soleil, comme pour Vacher. On a un Soleil carré Pluton. Donc il y a une révolte aussi chez ce personnage. Voilà. Une probable frustration, hein. On a Vénus qui est associée à Saturne, donc il y a un côté affectif, émotionnel qui a du mal à s'exprimer, d'autant plus que les planètes ne sont pas très bien aspectées. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu du thème qui est particulièrement il est tendu, hein, ce thème. Et on retrouve ce climat mortifère que l'on a vu chez Vacher et que l'on a vu dans les thèmes aussi il y a 3 semaines. Qui est un axe 3-9 valorisé, hein, ce qui marque aussi l'errance du personnage à travers la France. Alors, on retrouve la relation Lune-Neptune aussi, parce qu'on a un sextile Lune-Neptune. Hein, donc, ce côté-là, on retrouve de nouveau la relation avec la Lune, le rêve d'un ailleurs. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières sur Les années, on a les années d'activité Oui, il a commis un crime. C'est à quel moment? C'est le 29 juillet, nous le verrons, le 29 juillet 2008. Ah oui. Voilà. Ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est qu'il y a une dualité, il faut me la trouver, hein, une dualité dans le personnage, avec un ascendant dans un signe double, un maître d'ascendant dans un autre signe double. Je pense que Jupiter est en Vierge là. Plus le Mars milieu de ciel en signe double, le Mercure en signe double, il y a une dualité un petit peu partout. Hein. Oui, puis un des maîtres d'ascendant est en signe fixe, l'autre en signe double aussi. Est-ce que vous pouvez me rappeler la motivation de son crime? Alors, il est considéré comme un schizophrène paranoïde. Voilà. Donc il aurait entendu des voix, a priori, c'est ce qui a été plus ou moins retenu, et il aurait entendu des voix et puis, mais bon, la justice a retenu aussi que sa compagne l'avait quelque part poussé à commettre cet acte. Voilà. Alors peut-être qu'à travers les transits tout à l'heure, au niveau des états paranoïdes, on est en plein dedans avec Jupiter, Uranus, Jupiter, Uranus une fois de plus. Hein. C'est d'autant plus que la conjonction est valorisée par la rapide. La Lune, et que Jupiter est maître d'ascendant, il y a plein de valorisations de cet amas-là. Or, les thèmes jupitero-uraniens, pour peu qu'ils dissonnent, dans un sens paranoïde. Oui, puis en plus avec le côté scorpion aussi. Hein. Oui, avec l'agressivité. Qui est quand même avec Pluton, c'est quand même suspicieux comme. Oui. Et puis comme monsieur le disait, un Mars très dominant qui contrôle chez les criminels. Hein, absolument. Ouais. Par contre, le côté schizoïdique, c'est souvent des problèmes de dissonance saturno-neptunienne. Il est assez marqué parce que déjà il a Vénus, la sphère émotionnelle qui est associée à Saturne. Oui, et puis il n'y a pas de relation aspectuelle directe. Non. Ah, Lune, Saturne dans un cadre neptunien, c'est ce qui carré, je crois. Oui, c'est un sextile carré. C'est à voir. À voir. C'est à voir. On va passer au thème de sa compagne. Non, là on est sur le meurtre, donc c'est celui de... Non, pas elle, je te dirais, elle a la lune sur la fiche. On y est. Alors, ascendant Lion,
avec un maître, alors déjà Uranus à l'ascendant, c'est quelqu'un qui est en marge, hein. D'ailleurs elle est singulière comme femme, a priori elle se croit au-dessus des masses, hein. Ça c'est déjà une chose. Son maître d'ascendant, et puis comme elle se fait appeler Majesté, je trouvais que ça allait bien avec un ascendant Lion, d'autant plus que le Soleil, maître d'ascendant, est particulièrement valorisé avec Jupiter. Mais en plus, tout se passe en maison 5. Donc on a l'ascendant Lion, on a le Soleil qui est valorisé par Jupiter, et en plus ça se fait dans la maison 5. Hein? Donc le côté Lion est très affirmé dans ce thème. En plus, cette conjonction Soleil-Jupiter, qui est importante puisque Soleil est maître d'ascendant, est associée à Mars. Voilà. Donc ça en fait plutôt une femme, particulière, en plus dans un signe de feu, ça en fait plutôt une femme autoritaire. Hein. Enfin, moi c'est une femme qui est relativement forte. Alors, ça c'est le. Donc, il y a ce penchant-là chez elle, il y a ce côté-là, et puis il y a un côté, il y a une ambivalence de tempérament dans ce thème, parce que là il y a de la virilité, il y a de la force, etc. Et là on est plus dans de la féminité, avec une lune angulaire opposée à Vénus angulaire, associée à Neptune. Alors on a toujours, comme pour les deux autres thèmes, on a toujours cette relation Lune-Neptune, cette espèce d'errance. Donc moi je trouve que l'errance, je trouve bien de l'associer avec cette lune, cette relation Lune-Neptune. Un rêve d'ailleurs, voilà. Et là qui chez elle est particulièrement important puisque les planètes sont angulaires. Hein, ça fait partie des dominantes. On a plusieurs dominantes dans ce thème, mais donc on a Uranus, on a Jupiter, Jupiter par la conjonction avec le Soleil, mais on a aussi la Lune, parce qu'elle culmine, et qu'en plus elle est angulaire, et l'association Vénus-Neptune, voilà. Donc, et sa motivation, c'était... Alors elle n'a pas commis le crime, mais a priori c'est la relation particulière qu'elle entretenir avec le garçon, qui finalement a peut-être commandé l'acte, et je dis bien peut-être, commandé l'acte de... Parce que dans la bio de tout à l'heure, je retenais, Noëlla aurait dit, je parle au conditionnel, il est devenu agressif et désobéissant, je n'arrivais plus à le contrôler. Pour retrouver l'harmonie, il faut effectuer un retour en arrière. Donc, quelque part, elle a peut-être incité à faire quelque chose. Commettre un acte grave, c'est-à-dire un chaos, un bouleversement des temps comme un jugement des temps. Et en langage codé, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, le retour en arrière, et puis commettre un acte grave, un chaos, tout ça va dans le sens... donc, a pu, comme il était a priori sous l'emprise de cette femme, a pu le faire passer à l'acte. Je dis bien a pu. Hein. Toujours être prudent dans... Mais voilà. Donc on voit bien quand même que c'est une femme qui est relativement forte. Avec Uranus à l'ascendant en plus. Très marquée par les signes de feu. Donc c'est une femme entreprenante aussi. Hein. Avec ce côté Mars. Hein. C'est une femme qui prend des initiatives. Alors que son compagnon, lui, il est plutôt ascendant poisson. Donc hein. Et puis cette relation quand même difficile entre la Lune, Vénus et Neptune, elle se fait quand même dans des signes fixes. Donc ça manque quand même de souplesse, même si on est dans une relation où la sensibilité, l'affectivité est importante chez cette femme, très importante, puisque Vénus associée à Neptune, Neptune donne beaucoup d'amplitude à la sphère émotionnelle de Noëlla.
Voilà, vous avez peut-être des questions ou des remarques? Ce sont les 2 mètres de 8, hein, l'un par... Oui, les 2 mètres de 8 angulaires en l'un par 4. domicile, l'autre par exaltation. Oui, absolument. Les deux thèmes Oui, présentent un peu une évasion par rapport à la réalité. oui, Des lunes qui sont très fortes pour l'un comme pour l'autre. oui, Donc un imaginaire qui pousse effectivement une certaine forme d'évasion. L'un aussi avec l'homme, avec l'ascendant dans les poissons, donc peut pousser aussi à des dérives un peu imaginaires. Le Sagittaire qui se présente là, étant aussi une forme un peu d'évasion qui courageuse, d'aventure. d'aventure, Voilà. puisque Mars est quand même présent, Oui, associé à Jupiter, donc ça donne effectivement une forte volonté oh oui. de sortir de la sphère réaliste. Et de l'ordinaire. Oui, et de l'ordinaire particulièrement. Le lion valorisant un peu l'ego et se donnant, c'est-à-dire une stature, mais imaginative, qui n'est pas forcément celle de la réalité, avec la lune qui est présente et d'une manière extrêmement forte. Donc là, effectivement, ce sont pour moi des thèmes d'évasion par rapport à une réalité. Donc tout est possible à partir de ce moment-là. Si en plus il y a quand même un Mars qui est quand même valorisé et qui peut projeter par conséquent vers une certaine forme d'agressivité. Voilà. Alors quand vous parlez d'évasion, eux ils le vivent a priori à travers ce qu'ils ont pu dire. Donc, ils l'ont vécu sur le plan psychologique, psychique, et puis ils l'ont vécu sur le plan du réel, c'est-à-dire le fait d'errer comme ça, sans but précis, dans toute la France. Et puis au-delà de la France, puisqu'ils sont allés jusqu'en Italie. Voilà.